Ok. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous à cette première session 100% digitale du Citizen Fund. Euh, N'hésitez pas à envoyer un petit commentaire pour nous dire comment vous allez, si vous avez passé un bon week-end. On va faire en sorte que ce soit aussi convivial et intéressant que d'habitude. Et donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose de mettre votre prénom plutôt que juste des choses pompeuses. Alors, on est un petit peu stressé parce que, et c'est une première, on est normalement en live sur Facebook et sur YouTube et on enregistre la session pour que les absents puissent revoir la session, enfin en tout cas voir la session ultérieurement. Et dans un souci de transparence complète, cette séance de validation est donc publique, ce qui signifie que même des non-coopérateurs peuvent y participer activement. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser à tout moment dans le chat. Si vous nous regardez depuis Facebook, eh bien, on jettera un petit coup d'œil de temps en temps et on essaiera de répondre à vos questions au fur et à mesure, en tout cas de les transférer aux porteurs de projets. Avant de vous présenter les deux super projets que notre comité de sélection vous a dénichés, nous allons vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, mais vous êtes de moins en moins nombreux, on va vous présenter le Citizen Fund et revenir quelques minutes sur les derniers avancements et chantiers. Imaginez un fonds d'investissement coopératif qui ferait le pari de l'intelligence collective. Et qui investirait uniquement dans des projets porteurs de sens. Bonjour, je m'appelle Renaud et je suis l'un des cofondateurs de la société coopérative Urbike. Nous avons l'ambition de transformer durablement la livraison de marchandises en ville en remplaçant un maximum de camions légers et de camionnettes par des vélos. Bonjour, moi c'est Guillaume, je travaille pour Giveday, la plateforme de bénévolat, et je suis très fier de co-créer avec vous un monde plus solidaire en mettant en relation les bénévoles avec les associations, les écoles et les entreprises. En créant le magazine Wilfried, nous avons voulu sortir de l'information en flux continu, des jugements à l'emporte-pièce pour porter un regard nouveau sur ce pays étrange qu'est la Belgique, avec toujours comme boussole essayer de comprendre plutôt que juger. Avec Cinécité, nous ouvrirons le premier cinéma coopératif de Bruxelles, un projet citoyen ouvert à tous pour une expérience culturelle authentique et inédite. Avec Incredible Company, nous créons des activités qui font sens, des moments ressourçants à vivre au cœur des entreprises avec ses collègues ou sur l'Incredible Oasis. Et bientôt, tout le monde aura la patate au bureau. Si vous aussi, vous voulez donner du sens à votre argent, devenez coopérateur du Citizen Fund et investissons ensemble dans des projets d'avenir. Donc ça, c'était la chouette vidéo qu'on a faite l'an passé. Décidément, on est un peu maudit. À chaque fois qu'on la diffuse, on n'a pas de son. Mais donc voilà, c'est une vidéo qu'on a faite l'an passé et donc qui illustre assez bien ce qu'est le Citizen Fund. Comme la vidéo le dit, le Citizen Fund, c'est un fonds d'investissement coopératif qui fait le pari de l'intelligence collective et on finance uniquement des projets porteurs de sens. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que voilà, c'est peut-être un peu pompeux comme phrase, c'est peut-être pas hyper clair. Concrètement, le Citizen Fund, c'est une entreprise qui finance d'autres entreprises. Et ces autres entreprises, elles sont pensées et créées pour avoir un impact positif sur la société. On reviendra sur ces entreprises donc positives, mais donc sur notre mode de fonctionnement. Donc en fait, on finance pas ces entreprises n'importe comment. C'est pas comme à la bourse où on achète des bouts de papier et on les revend après un certain temps et entre-temps, on ne sait pas trop ce qui se passe. Chez nous, c'est tout à fait différent. On commence toujours par rencontrer donc, les entrepreneurs par différents canaux, notamment via Solifin qu'on a co-créé avec d'autres acteurs de la finance à impact. Et alors, quand on rencontre ces entrepreneurs et qu'on trouve qu'ils ont le projet a l'air de tenir la route, alors en fait, on appelle notre comité de sélection. Donc, il y a un comité qui est composé de 2 coopérateurs et de 2 experts et de un cofondateur du Citizen Fund, pardon. Et ce comité de sélection va en fait rencontrer l'entrepreneur pendant 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend un peu, et va en fait évaluer son projet sur 5 critères qui sont donc son impact sociétal, son plan financier, son équipe, sa capacité de réalisation et la façon de fonctionner du projet. Et alors, si ce comité de sélection sélectionne le projet, alors il est présenté à l'ensemble de nos coopérateurs, comme ce soir en fait. Et nos coopérateurs auront ensuite 10 jours pour voter pour ou contre le financement de ce projet.
Alors, une précision importante qui nous différencie quand même pas mal des autres fonds d'investissement, c'est que chez nous, chaque coopérateur investisseur a exactement le même pouvoir de décision, peu importe les montants qu'il a investi dans le Citizen Fund. Donc, c'est le principe en fait coopératif de une personne, une voix. Et alors, si jamais la majorité des coopérateurs qui votent est en faveur du projet, alors on finance. Et voilà, en fait, le dernier mot revient toujours aux personnes qui ont investi dans le Citizen Fund. Donc, c'est vraiment eux qui décident ce qu'on finance au final. Et une fois que le projet est financé, on ne s'arrête pas là. On reste toujours en fait en contact avec nos entrepreneurs. Et ça, Alain va vous expliquer un peu plus en détail alors le rôle des observateurs. Alors, on reste toujours en contact avec les entrepreneurs, soit nous-mêmes directement, soit au travers des observateurs. Alors, les observateurs, ce sont des coopérateurs élus pour être donc des intermédiaires entre l'entreprise et le reste des coopérateurs, mais en général, ils rapportent à nous. Et l'observateur a évidemment un rôle bienveillant. Il s'agit encore d'un rôle qui est en co-création au Citizen Fund. On doit encore en définir toute une série de modalités. On est déjà bien avancé, mais on voudrait qu'il soit un petit peu plus actif. Et en l'occurrence, nous cherchons encore des observateurs pour BC Materials et Happy Horse Market. Si ça intéresse des gens, eh bien, ils pourront nous le faire savoir. Et alors, on va aussi probablement, peut-être, chercher des observateurs pour Enthusia qui vous sera présenté ce soir et Sonia Woodcote. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si ça vous intéresse de suivre des projets d'un peu plus près pour être le relais donc, entre ces entreprises et nous-mêmes, et vous, coopérateurs, évidemment. Super. Donc, vous nous envoyez un message ou dans la discussion, c'est bien aussi, évidemment. On va pas être trop strict là-dessus. Et du coup, voilà, il y a quelques secondes, on vous disait qu'on investissait dans des entreprises qui ont un impact positif sur la société. Pour le moment, on a financé donc 10 startups sociales qui sont belges, toutes, que vous connaissez peut-être. Donc, il y a Urbike qui fait de la cyclologistique et qui vient de remporter le prix de l'économie sociale. Ça date d'il y a une semaine et demie. Il y a Incredible Company qui veut améliorer le bien-être en entreprise grâce à des activités qui font du sens. Il y a Wilfried Magazine qui raconte la politique belge, qui la raconte un peu comme un roman, c'est super intéressant. Ils viennent de sortir leur premier numéro en flamand en parallèle et une version sportive de Eddy au début du mois de septembre. Donc, ils diversifient un peu leur offre. On a Cinécité aussi qui a ouvert le Kinographe, qui est le premier cinéma de quartier coopératif dans les anciennes casernes d'Ixelles. On a aussi financé Give a Day, qui est une plateforme de mise en relation entre les associations et les personnes qui veulent aider ces associations. Ils viennent par exemple de nouer un partenariat avec Partena pour développer un outil de gestion des bénévoles, donc ça c'est super. Il y a Happy Horse Market qu'on a également financé il y a exactement 1 an, qui revend donc des invendus alimentaires et qui en redistribue une partie aux personnes dans le besoin. Ils ont déjà ouvert leur 5e point de vente, leur 5e point de retrait à Bruxelles. On a Wayo, qui est une marketplace qui vend des produits éthiques et durables et qui viennent de reprendre la gestion de la plateforme française slowcosmetic.com que vous connaissez peut-être. C'est une des plus grosses plateformes semblables en France. On a investi également dans Newbie, que tout le monde connaît, qui est la fameuse banque éthique et durable et qui ouvre ses premiers comptes maintenant au mois de novembre avec ses premiers coopérateurs. On a investi dans Incofin également, qui offre via des institutions de microfinance, des microcrédits à des petits entrepreneurs dans des pays en développement. Et alors, le dernier projet en date qu'on a financé, c'est BC Materials, qui récupère des terres d'excavation de chantier pour les transformer en matériaux de construction, qui sont évidemment durables et circulaires. Et eux sont en plein appel public à l'épargne pour le moment. Donc, si vous voulez investir directement chez eux, c'est l'occasion aussi. Donc voilà, ça c'est les 10 projets dans lesquels on a investi. On pourrait vous en parler pendant des heures parce que ce sont tous des projets absolument géniaux qui fonctionnent tous bien pour le moment. Donc on s'en réjouit, mais le but évidemment c'est pas parler de ces 10 projets-ci, mais des potentiels futurs suivants. Juste avant qu'on passe à ça, Alain va un petit peu vous donner des nouvelles du Citizen Fund depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Alors,
Depuis le début de l'année 2020, on n'a pas rencontré 60 téléprojets, mais plutôt 80 différents, notamment grâce au matchmaking organisé par Solifin. Comme l'a dit Aurore, c'est une plateforme qu'on a cofondée avec d'autres acteurs de la finance éthique. On a organisé depuis 4 comités de sélection pour 8 projets et qui ont débouché sur la sélection de 5 d'entre eux. C'est donc que le comité de sélection a quand même fait son travail puisque tous les projets présentés au comité n'ont pas été retenus. Et nous vous présenterons au moins un 5e projet, peut-être même un 6e, lors de la prochaine session en décembre ou en janvier. Mais on vous garde encore un peu la surprise. Depuis le début de l'année, nous avons accueilli 34 nouveaux coopérateurs. Donc, notre petit fonds d'investissement attire de plus en plus de gens. C'est encore trop lent, mais on ne désespère pas. Et ces coopérateurs-là ont investi l'équivalent de 39 500 €. Et on a battu le record des montants investis en octobre avec 16 000 € investis. On a également, chose importante, converti le prêt que nous avions fait à Wayo l'année passée. Et vous avez décidé à 95% des votes de convertir ce prêt en equity. Et excellente nouvelle aussi, ça c'est une chose très très importante. Depuis la semaine passée, nous avons obtenu l'appui de la région bruxelloise via le mécanisme COPUS de Finance Bruxelles. Et ce mécanisme permet de doubler les montants levés en coopérative avec un maximum de 150 000 €. Nous allons donc pouvoir pratiquement doubler notre capacité d'investissement et c'est donc vraiment une belle reconnaissance de la région pour la qualité et le sérieux de notre fonds. On est encore en train de travailler sur plusieurs choses. Entre autres, on voudrait clôturer les discussions autour du business model du Citizen Fund. Donc, je vous rassure tout de suite, pour les intégristes, il y en a probablement. On ne cherche pas à gagner de l'argent, mais on cherche essentiellement à pérenniser le fonctionnement du Citizen Fund. Et donc, on va organiser un atelier pour aborder et creuser les différentes pistes. On est en train de repenser notre site internet et on aimerait bien avoir vos retours sur le site actuel afin de voir ce que vous souhaiteriez voir changer ou en tout cas améliorer. Last but not least, on va lancer une prochaine campagne de financement, donc un appel public à l'épargne pour surfer sur la vague du COPUS et nous vous solliciterons pour diffuser notre appel sur vos réseaux respectifs. Et d'ailleurs, certains d'entre vous ont déjà augmenté leur investissement, donc je les en remercie. Alors, vous l'aurez compris, vous êtes essentiels à l'évolution du Citizen Fund. On vous invite à vous manifester maintenant dans le chat pour qu'on prenne contact avec vous en précisant ce pourquoi vous voulez nous donner un coup de main, que ce soit le business model, le site web ou la campagne de financement. Juste pour votre information, et certains présents ici sauront exactement de quoi je parle, on fera une présentation du Citizen Fund à une assemblée, si tout va bien, en janvier à Charleroi. Et il se pourrait bien qu'on fasse aussi une présentation du Citizen Fund à Liège parce qu'il y a des demandes dans ces 2 régions pour la création d'un nouveau Citizen Fund. Donc, à bon entendeur. Super. Du coup, si vous êtes un coopérateur du Citizen Fund, vous savez déjà, vous connaissez bien les projets, vous connaissez déjà bien notre fonctionnement et on vous en parle régulièrement, vous recevez des nouvelles assez régulièrement, j'espère, pas trop non plus, j'espère. Mais du coup, si vous n'êtes pas encore coopérateur et que le projet vous parle, en fait, c'est hyper facile. Vous pouvez nous rejoindre de plein de façons différentes. Vous pouvez soit nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre tout ce qu'on raconte. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter ou vous pouvez même devenir coopérateur hyper facilement. Ça prend littéralement au moins 3 minutes, je pense. Et du coup, en devenant coopérateur, en fait, vous rejoignez vraiment une communauté de 164 coopérateurs qui sont maintenant déjà, qui ont déjà investi, qui ont investi donc un peu plus de 170 000 € et qui ont financé 10 projets. Ça, c'est ce qui a déjà été fait. Ce qui est génial, c'est que ces 170 000 € vont bientôt être doublés par l'apport de COPUS. Donc, ça va nous permettre de financer bien plus de projets. Donc, ça va être génial.
investir dans le Citizen Fund, évidemment, c'est investir dans ces entrepreneurs sociaux, dont les deux que vous allez rencontrer ce soir. Ça diminue en même temps votre risque, puisque le Citizen Fund est un fonds d'investissement qui diversifie les investissements selon les secteurs, selon plein de choses. Donc voilà, et en fait, ça vous permet, bon ici c'est un peu plus compliqué avec la version 100% en ligne, mais quand on se rencontre en vrai, c'est vraiment l'occasion en fait de rencontrer des personnes qui sont passionnées par l'entrepreneuriat, par l'impact, par l'entrepreneuriat à impact. Donc voilà, et c'est vraiment, le Citizen Fund se distingue des autres fonds d'investissement parce que c'est vous qui choisissez vraiment ce que vous faites avec votre argent, ce que ça finance, et donc vous décidez, vous décidez d'avoir un meilleur monde demain. Et alors, puisqu'on est un fonds d'investissement, potentiellement, dans quelques années, on pourra proposer un retour financier sur investissement, jusqu'à 6% si ça fonctionne vraiment du tonnerre. Et dans tous les cas, il y a un retour sociétal, ça c'est sûr et certain. Et alors, surtout, si vous devenez coopérateur d'ici quelques jours, vous aurez le privilège de voter pour les 2 projets qu'on va vous présenter maintenant. Alors, juste avant que les entrepreneurs sociaux vous présentent leurs projets, on va vous expliquer comment on va faire ça pour essayer de faire ça de façon pas trop cacophonique. Donc, Stéphane et Hans vont présenter leurs projets, chacun pendant 10-15 minutes. Donc, d'abord Stéphane et puis Hans. Ce qu'on fera, donc après ces 10 minutes, vous aurez 20 minutes pour poser vos questions. Faites-le via la discussion, donc n'allumez pas, je vais y arriver, votre micro, posez vraiment toutes les questions par écrit, vous pouvez déjà les poser pendant la discussion, et ce qu'on fera après, c'est que Alain ou moi, on posera les questions directement aux entrepreneurs. Comme ça, tout le monde a le temps de poser ses questions. Et alors, ce qu'on fera, une fois que les 2 présentations seront terminées, on ouvrira 2 salles de réunion. On va essayer, si tout se passe bien. On ouvrira 2 salles de réunion, en plus de celle-ci, une avec Stéphane de Sonia Woodcope et une avec Hans de Enthusia. On ouvrira ces salles pendant environ 30 minutes. Et alors, on vous enverra un petit sondage pour vous demander dans quelle salle est-ce que vous voulez qu'on vous envoie. Et alors, vous nous direz, et alors on vous enverra dans les salles en fonction de l'entrepreneur avec qui vous voulez discuter, cette fois-ci avec votre micro allumé. Et alors, vous pourrez à tout moment rebasculer vers la salle principale. Vous verrez, il y a un bouton en bas à droite, quitter. Et puis, quand vous cliquez dessus, vous aurez l'option de quitter totalement ou quitter la salle de réunion. Et alors, ça vous ramènera vers la salle principale. Et alors là, soit vous discutez avec nous, ce qui est tout à fait faisable, soit vous demandez qu'on vous renvoie vers l'autre salle si vous voulez rencontrer l'autre entrepreneur. Et alors, on n'aura plus de communication à vous faire après ça. Donc, vous serez libre de quitter à tout moment la réunion Zoom. Pas que vous n'êtes pas libre maintenant, mais bon, c'est quand même mieux d'apprendre les présentations des 2 entrepreneurs. Donc voilà, pour retourner juste sur les 2 projets, donc on prévoit d'investir, si vous le souhaitez, 10 000 € dans chaque projet, indépendamment l'un de l'autre. Ce n'est pas conditionné, s'il y en a un, il n'y a pas l'autre ou quoi, c'est vraiment hyper indépendant. Et 10 000 € les 2 projets, on le ferait sous forme de prise de participation au capital de ces entreprises. Et donc, Stéphane va vous présenter maintenant son projet, et puis donc on fera comme on a dit. Et alors, les coopérateurs pourront voter sur leur espace coopérateur sur le site jusqu'au 26 à minuit. Donc, auront 10 jours pour présenter. Alors, voilà. Juste un mot encore, Aurore. On a déjà un candidat observateur pour soit BC Material, soit pour Sonia Woodcope, soit pour Enthusia. Donc, avant même qu'il soit élu, ça intéresse déjà des gens. Merci, Sévan. Alors, je suis évidemment ravi de vous présenter Sonia Woodcope, qui est portée entre autres par Stéphane Kempelman, qui est à la fois professeur et chercheur, spécialiste de l'économie circulaire et du métabolisme urbain. Et c'est d'ailleurs lui qui a porté le projet bruxellois Phosphore, pour ceux qui connaissent. Il est également docteur en philosophie et en économie. Et Stéphane, the floor is yours. Le microphone aussi, super, merci. Vous m'entendez bien? Super. Très bien, donc je vais partager mon écran. Une seconde. Alors. OK. Ça marche aussi? Parfait. OK, très bien.
Voilà, donc bonsoir tout le monde. Moi, je vais aussi m'exprimer en français. Je vois plusieurs noms connus dans la liste des participants. J'espère que ça va pas être répétitif pour ceux qui ont déjà l'occasion de parler avec moi. Je vois Yampita, je vois Sevan. Je vois aussi d'autres gens que je connais par ailleurs, mais qui n'ont pas encore eu l'occasion de parler avec moi sur le bois. Donc, c'est fantastique de faire ça par ces biais. Donc, merci à Alain et Aurore d'avoir organisé cette rencontre de ce soir. Donc, moi, j'ai le plaisir de vous présenter donc, une coopérative pour la valorisation locale du bois de la forêt de Soignes. Donc, j'imagine que vous connaissez tous la forêt de Soignes parce qu'elle est extrêmement sollicitée en ce moment parce que c'est notre échappatoire pour les Bruxellois de partir quand même en conditions Covid un peu se balader. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est vraiment l'ampleur de ce privilège que nous avons à Bruxelles avec des grandes forêts périurbaines, donc, qui sont tous des vestiges de la forêt de Soignes. Je les ai mis ici sur la carte. Donc, il y a le Mer d'Alvaut, il y a la forêt de Soignes et le Halabos. Donc, dans un rayon d'action de 35 km de la Grande Place. C'est ça un peu notre rayon d'action. C'est la distance qu'on peut parcourir encore à vélo facilement. On a environ 10 000 hectares de forêt sous gestion publique. Et ce bois, donc cette forêt produit du bois parce qu'une forêt est composée d'organismes vivants qui poussent. Et pour la pérennité de la forêt, le gestionnaire public procède à des coupes. Principalement pour introduire plus de biodiversité, mais pour d'autres raisons de gestion. La production de bois ne fait pas vraiment partie des objectifs des gestionnaires, c'est plutôt un sous-produit de la gestion durable du bois. Toujours est-il que ces surfaces boisées à proximité de Bruxelles produisent quand même beaucoup de bois. Donc, on estime que par an, on a environ 10 à 15 000 mètres cubes de gros bois, donc principalement du hêtre et du chêne, parce que voilà, la forêt de Soignes, c'est une hêtraie principalement. Donc, il y a beaucoup de bois qui produit tout proche de la métropole. Ce bois, dans sa très grande majorité, part très loin, donc il part dans des circuits globalisés, principalement vers l'Asie notamment, et c'est là où on a notre petite équipe de la coopérative, on a commencé à se gratter la tête et pourquoi le bois part de loin, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Parce qu'en même temps, la métropole bruxelloise est un marché important pour le bois, donc on importe beaucoup de bois chaque année, donc rien que le secteur de la construction emporte plus que 50 000 tonnes de bois par an. Donc, en mettant ces deux choses ensemble, d'un côté, on emporte beaucoup, de l'autre côté, on produit du bois à proximité de la ville, faisant des circuits courts, quelque chose qui marche maintenant assez bien dans le secteur agricole. Nous, on applique ces principes du secteur agricole à la production du bois. Donc, notre petite équipe venait un peu à ce constat par différents chemins. Donc, moi, comme Alain dit, je viens plutôt avec ma casquette d'économiste. Je travaille sur l'économie circulaire. Donc, j'ai vu qu'il y a un marché local à créer pour du bois. D'autres de mes collègues viennent plutôt de la pratique de menuisier, ce qui est le cas de Benjamin. Dirk ici qui embrasse on peut être marqué avec le marteau royal et le numéro 35 pour être abattu cet hiver et bûcheron. Hanne venait plutôt de la pensée des biens communs et comment continuer à préserver les biens communs. Donc, on avait tous un peu rôdé autour de cet enjeu de la valorisation locale à notre manière, mais chacun individuellement n'avait pas la capacité de vraiment faire quoi que ce soit. C'est uniquement à partir du moment où on a décidé de créer une coopérative et rassembler un peu les différentes envies et surtout la complémentarité de nos différentes perspectives que les choses ont commencé à décoller. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre business model? Ici, vous avez un peu les différentes étapes de la filière bois, si vous voulez. Donc, ça commence avec la gestion forestière et ça finit avec un objet en bois que vous avez chez vous. Et donc, nous, on intervient
de la gestion forestière jusqu'à la vente du bois pour les menuisiers. Donc, c'est un peu le premier 4 étapes ici. Pour chaque étape, je vous ai mis une photo et une petite graphique qui indique un peu la partie, parce qu'on va quand même aussi parler de business. En rouge, vous avez en quelque sorte la proportion des coûts dans le prix de vente d'un objet en bois. Okay, donc, la gestion forestière, ici, nous, on intervient dans la gestion forestière, on achète du bois dans la forêt, donc notamment des chablis, donc des bois qui tombent après des tempêtes, mais aussi des arbres sur pied. On achète ces arbres auprès des gestionnaires publics et privés des forêts périurbaines. On a l'ambition d'avoir des relations durables et de confiance avec ces gestionnaires et ces propriétaires. Donc, ça, c'est très important pour nous. On fait partie du même écosystème local. On veut travailler dans la durée et on offre à ces propriétaires des prix équitables pour les arbres dont ils sont occupés souvent pendant plusieurs générations. Cette étape-là, dont le prix total représente, comme vous voyez ici, une proportion relativement faible du prix final. Donc, la matière première ne représente pas le coût le plus important dans le prix total. Ensuite, il intervient la phase exploitation forestière. Donc là, il y a une grande machine comme celle-ci qui Dirk et Benjamin opèrent ensemble dans la forêt. Donc là, il s'agit de faire attention à l'écosystème, donc ne pas endommager du sol de la forêt. Pour nous, on a aussi, comme on est proche et comme on ne va pas exporter le bois, on a vraiment la possibilité d'abattre sur mesure. Donc, si un menuisier nous dit qu'il veut des arbres de 6 mètres de longueur, on ne va pas les couper à 3 mètres, on va les laisser à 6 mètres et on va vraiment faire déjà un abattage sur mesure. Et on peut aussi valoriser des bois non standards. Donc, souvent, l'industrie va écarter des bois qui ne sont pas parfaits, qui ont des nœuds, etc. Nous, on peut quand même les valoriser dans un principe d'économie circulaire. Donc, cette partie, en termes de coût, représente déjà un tout petit peu plus que la matière première. Donc, les interventions d'abattage, débartage, transport représentent un petit plus, mais on reste environ de peut-être 15-20% du prix des ventes. Ensuite, on va transformer donc, ces bobas, ces gros grumes que vous avez ici au fond de l'image. On peut les scier directement dans la forêt, comme on fait ici pour ce grand plateau de hêtres. On travaille aussi en coopération avec des scieries locales pour d'autres projets. Donc, on fait des différents formats, différents produits en bois, des planches, des poutres, des arbres entiers coupés en plateaux. Et comme j'ai dit, on fait aussi des sciages à façon. Donc, si un architecte, un entrepreneur, un maître d'ouvrage veut du bois vraiment d'une mesure précise, on peut vraiment scier le bois à façon. On appelle ça donc vraiment en sciage à façon. Donc là, on arrive avec cette étape peut-être à 30% du coût total. Et puis, il s'agit de donner accès à ces bois aux Bruxellois. Donc là, on a maintenant développé plusieurs canaux de vente. On a ouvert en pop-up, donc une sorte d'exposition de tout le bois qui est sec et qui est prêt à être vendu au Circularium à Bruxelles. On a aussi un store en ligne que je vous invite à visiter sur notre site internet. Donc ici, vous avez, donc vous voyez, il y a différents formats, différents types de bois, différentes essences, parce qu'il y a évidemment aussi une demande assez variée en termes de dimensions, etc. En ce qui concerne les prix, on essaye de s'aligner sur le prix du marché. Donc, on n'a pas forcément des coûts d'exploitation beaucoup plus importants que le négoce globalisé, parce qu'on a quand même moins d'intermédiaires, on a moins de transport. Et comme je vous ai dit, la matière première et l'exploitation forestière ne représentent pas le coût le plus important pour nous. Pour nous, le coût le plus important, et là vous voyez une augmentation de la barre rouge là dans le total. Ici, maintenir ces canaux de vente, avoir des surfaces de stockage à proximité de la ville, ça évidemment, ça coûte beaucoup plus cher de faire ça à Bruxelles que dans une province quelque part en Chine, par exemple. Donc,
Donc là, on rajoute au coût, mais on reste ici à l'étape où on vend le bois environ à peut-être 40%, 40-45% en ce moment. Donc, ça veut dire qu'il y a une marge, il y a un modèle d'affaires rentable. Donc, ça nous permet à payer le coût fixe de nos opérations, de payer nos salaires, etc., avec cette marge qui est dégagée. On a en ce moment… En fait, ça fait 10 minutes, il te reste moins de 5 minutes, ça va? Comme tu vois, je suis à la fin du modèle, donc c'est très bien. Donc là, on expérimente en ce moment avec justement la rencontre de nos clients, voir qu'est-ce qu'ils veulent en termes de dimension, en termes de produits. On travaille en B2B et B2C et jusqu'à maintenant, on a vraiment, c'est une très chouette expérience d'aller vraiment rencontrer beaucoup de gens à Bruxelles qui utilisent du bois. Donc, c'est vraiment des rencontres très intéressantes. Donc, parce que c'est eux finalement qui vont après faire la deuxième transformation, donc des menuisiers, de constructeurs, de designers, des architectes qui vont prendre ces bois et le convertir en objet, en projet. Donc, c'est eux qui nous montrent après des photos de ce qu'ils ont réalisé avec le bois. Et nous, on prend la photo quand il part avec les planches sous le bras, comme vous voyez ici. Donc, je termine ma présentation avec quelques éléments qui sont très importants pour nous parce qu'on est une coopérative et notre ambition, c'est d'avoir un impact positif positif sur plusieurs aspects qu'on peut lier, par exemple, ici aux objectifs de développement durable. Pour moi, personnellement, ce qui est le plus important, c'est la relation entre la ville et la forêt. On peut aliéner de la gestion forestière. D'un côté, on consomme du bois dans la ville, mais on ne voit pas très bien d'où vient le bois. De l'autre côté, on a une forêt qu'on utilise plutôt comme un terrain de jogging et on ne voit pas très bien comment elle est gérée. Donc ici, notre initiative permet de changer un peu cette relation ville-forêt. Elle permet aux Bruxellois d'avoir des responsabilités par rapport à d'où vient leur bois. Je trouve ça, c'est très important. Pour avoir du bois, il faut un arbre. Et donc, il faut savoir peut-être un peu plus comment ça se passe derrière les coulisses. Et la proximité que notre coopérative permet, je pense, va vraiment améliorer la manière dont les ressources naturelles sont gérées. On a évidemment aussi d'autres impacts environnementaux positifs, notamment la réduction des gaz à effet de serre, parce qu'on ne va pas transporter le bois deux fois à travers la planète, comme le fait le marché industriel. On a aussi d'autres possibilités de valoriser les sous-produits, les déchets, etc. Donc là, je n'ai pas trop le temps d'approfondir ça, mais c'est aussi des perspectives très excitantes. On crée des emplois directs et indirects. On transitionne d'une chaîne de valeur. Je n'aime pas trop cette notion de chaîne de valeur parce qu'elle implique que le propriétaire, d'un côté, est très éloigné de la chaîne, dans la chaîne de l'usager. Chez nous, l'usager dans l'objet en bois peut parler avec un propriétaire parce qu'on fait partie du même écosystème. Donc, on veut remplacer une chaîne de valeur par un écosystème de valorisation. Donc, ça aussi, je trouve, c'est vraiment un impact très positif. Autour de ça, on ouvre différents types de réseaux. On veut travailler ensemble à l'échelle locale, mais on veut aussi que notre modèle peut-être inspire d'autres initiatives autour des forêts locales en Belgique et en Europe. Voilà, donc ici, quelques endroits où vous pouvez trouver plus d'informations, quelques vidéos qu'on a fait sur nos opérations. Mais comme maintenant, on a l'occasion de se parler, voilà, je suis à vous pour vous écouter et entendre surtout votre avis sur notre initiative. OK. Un tout grand merci, Stéphane. Et on a d'emblée une première question de Cédric qui parle de valorisation pour les 10 000 € qui seront investis potentiellement dans la coopérative. Je ne comprends pas très bien la question. Quelle valorisation pour les 10 000 Alors, la question, je pense que Cédric veut poser, mais je la laisse brute de décoffrage comme elle est. Ces 10 000 € vont représenter quel pourcentage des parts de la coopérative? Est-ce que je peux le formuler comme ça, Cédric? Oui. Super. Oui, c'est ça. OK. Très bien. Super. OK. Je vous dis le chiffre exact parce que je l'ai calculé aujourd'hui.
une fois. Voilà. Donc, nous, on fonctionne donc avec des parts statutaires qui ont une valeur nominale de 30 €. Avec 10 000 €, on peut acheter 333 parts qui vont au total dans la valorisation totale, avec une levée de fonds qu'on organise en ce moment, représenter environ 6% des parts de l'ensemble de la coopérative. Encore. Une deuxième question qui vient d'André. Il se pose la question de savoir quel est l'impact sur la faune si on travaille le bois dans la forêt. Ça doit faire un petit peu de bruit, dit-il. Oui, absolument, absolument. Donc, c'est ça, on peut pas, je pense qu'on ne peut pas avoir une exploitation forestière sans avoir un impact sur la forêt, y compris sur la faune. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose voilà, qu'on doit, je pense, tenir en tête. Donc nous, on travaille quand même dans un cadre assez réglementé dans la forêt de Soignes, qui est donc gérée par Bruxelles Environnement, avec un cahier de charge extrêmement cadenassé, notamment pour tout ce qui concerne l'impact sur l'écosystème de la forêt. Donc on peut procéder que pendant une certaine saison dans l'année, donc là, en l'occurrence, en hiver, et pas, par exemple, dans la période de reproduction des animaux. Donc, la forêt de Soignes est certifiée FSC, donc elle est certifiée comme productrice du bois durable. Et moi, je pense que Bruxelles Environnement, par exemple, fait un très bon travail pour minimiser l'impact sur la forêt. Mais bon, aujourd'hui, les arbres, ils sont abattus avec des tronçonneuses. Ils sont très, très souvent débardés quand même avec des machines et pas avec des chevaux de trait. Et ça, évidemment, ça a un impact. Du coup, il faut vraiment respecter les périodes, je pense, d'intervention, et tout est condensé maintenant, en fait, dans le mois de décembre, janvier, pour avoir un impact minimal. OK. Et du coup, Séven demandait pourquoi est-ce qu'il faut abattre ces arbres en forêt, à part ceux qui tombent naturellement, OK. Et il demandait surtout quel était le lien avec la biodiversité. Mm-hmm. Oui, donc là je peux relayer la position du gouvernement bruxellois, parce que c'est pas nous qui prenons les décisions sur les abattages ou pas. Donc là, c'est Bruxelles Environnement et le gouvernement bruxellois. Et en Flandre, c'est leur homologue qui vont donc établir un plan de gestion. Donc, un plan de gestion qui porte sur des durées assez longues. Donc, le plan de gestion qui a été approuvé en forêt de Soignes porte sur 25 ans. Et ce plan de gestion prévoit effectivement non seulement il prévoit l'abattage d'un certain nombre d'arbres. Donc, pourquoi on va abattre des arbres dans la hêtraie actuelle qu'on connaît dans la forêt de Soignes? Donc, la raison, et donc ça, c'est vraiment particulier à notre forêt ici. Donc, on a ici une sorte de monoculture de hêtres qui a été plantée il y a environ 200 ans. Et donc, ce n'est pas du tout une configuration naturelle, ce qu'on a en principe sous les yeux en forêt de Soignes. C'est très, très beau, mais ce n'est pas très naturel. C'est une hêtraie vieillissante et une monoculture qu'on a planté voilà, pour avoir cet effet. Et maintenant, cette hêtraie, comme elle est composée de beaucoup de vieux arbres, elle risque de s'effondrer. Donc, il y a des sections de la forêt de Soignes qui s'effondrent parce qu'ils arrivent à maturité, les arbres arrivent en fin de vie. Et si on n'intervient pas, ça risque de déstabiliser tout l'écosystème forêt et ça risque de prendre plusieurs siècles pour revenir à quelque chose de dynamique. Donc, du coup, le plan de gestion, qu'est-ce qu'il prévoit? Il prévoit de dégager une partie des vieux arbres en fin de vie pour les remplacer par les jeunes arbres. Donc, on a une sorte d'accélération de l'objectif de rajeunir la forêt. Donc, on va rajeunir la forêt pour avoir plus de mélange et pas que de vieux arbres. Et on va non seulement planter des jeunes arbres, on va aussi planter d'autres essences.
Donc, on va pas replanter des hêtres. On ne plante pas des hêtres en forêt d'Espagne parce qu'il y en a déjà, ils dominent déjà. Donc, on va plutôt planter des essences qui vont aussi avoir plus de chances de résister au changement climatique. Donc, le hêtre, ils subissent beaucoup plus de stress hydrique lors des sécheresses. Donc, on va par exemple favoriser des chênes, notamment des chênes sessiles, pour renforcer la forêt en fait. Donc, vraiment, dans le plan de gestion et sa logique, on n'a pas les arbres pour produire du bois, on n'a pas les arbres parce qu'on veut pérenniser la forêt. Ok. Je suppose que ça répond à la question d'André. Et on va tout de suite passer alors à celle de Thierry, qui pose la question de savoir le temps du cycle complet est assez long. Il faut d'abord le sécher avant la vente, négoce. Comment se déroule l'achat du bois par adjudication publique avec un prix par lot? Donc, il y a deux aspects. Évidemment que le temps du cycle complet est assez long et en effet, il faut le sécher. Ça, c'est la première question, mais je ne sais pas si c'est vraiment une question. Du coup, je pense que la question, c'est combien de temps est-ce que oui, quel est le temps, combien de temps ça. Oui, c'est deux questions aussi très… Non, je vous en prie. Hop, voilà. J'ai muté Paul. Ok. Donc effectivement, je pense l'obstacle majeur pour l'émergence d'une filière locale était ce problème de nécessité d'investir pas mal de ressources avant de pouvoir générer des revenus. Parce qu'il faut quand même, il faut d'abord faire toutes les différentes opérations que je viens d'exposer, et après sécher le bois, et ça prend quand même du temps. Donc, ça immobilise pas mal de capital pendant une durée relativement longue avant de pouvoir gagner de l'argent. Donc ici, c'est pour ça qu'on compte sur des investisseurs aussi patients qui voient cette chose sur la durée. Après, il y a quand même beaucoup de variétés dans ce temps de séchage. Donc, entre le moment d'une exploitation forestière et le moment de la vente du bois, ça peut durer jusqu'à 10 ans pour une grosse poutre en chêne qui doit être parfaitement sec. Donc, c'est 1 cm par an. Donc, ça prend beaucoup de temps si on veut avoir une grosse poutre qui est parfaitement sèche jusqu'à l'intérieur. Mais il y a d'autres applications où on peut travailler directement avec du bois vert. Donc, par exemple, la charpente en chêne qu'on voit dans les anciennes maisons, c'est des charpentes qui ont été faites par des bois verts, donc directement avec du bois sans séchage. Et nous, par exemple, on a aussi produit une grande quantité de bois de coffrage où le client va utiliser le bois directement vert. Donc là, il y a 0 temps de séchage. Donc, il y a quand même beaucoup de variabilité. Parfois, ça prend très, très longtemps, mais parfois, ça peut aussi aller extrêmement vite. Nous, on essaye d'éviter le coût d'accélérateur. Donc, on peut toujours sécher le bois artificiellement. Donc, ça consomme de l'énergie, mais on peut aussi accélérer les choses. Donc, ça, on essaye d'éviter au maximum, mais c'est possible aussi. Donc, l'achat du bois, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, ça se passe pour la forêt domaniale. Ça se passe de la même manière que ça a été fait au Moyen-Âge. Enfin, ça n'a vraiment pas bougé. Donc, les arbres, ils sont marqués dans la forêt et puis ils sont vendus aux enchères aux marchands de bois. Et donc, c'est des lots qui sont constitués effectivement. Et on commence avec un prix et puis ça descend. Et lorsqu'on est prêt à payer le prix, on dit hop, et on achète le bois à ces prix-là aux enchères. Et donc là, cette année, nous, on n'a pas acheté les arbres à abattre, on a acheté les arbres de Chablis. Donc, on a acheté les arbres qui tomberont après les tempêtes et qui vont, par exemple, tomber sur des chemins et qu'il faut dégager. Donc, ça, c'est des arbres qu'on a achetés cette année aux enchères publiques. Mais à côté de ça, il y a aussi beaucoup de forêts quand même autour de Bruxelles qui sont des propriétés privées. Et là, c'est des marchés gré à gré. Donc là, on signe un contrat avec les propriétaires sur un lot qui est mis en vente.
Et donc, ça, c'est en fonctionnement différent. Donc là, on achète sous base d'un contrat et ce n'est pas des enchères. Super, merci beaucoup. Il y a Valérie qui te dit « Très beau projet plein de sens. Quelles sont vos prochaines étapes, les prochains projets ?» Ouais, je pense qu'on peut peut-être lier cette question aussi avec celle de Louis. Oui. Comment on va utiliser le fonds, parce Tout à qu'effectivement, fait. c'est un peu l'avenir, comment on travaille maintenant. Ici, j'ai une slide supplémentaire un peu pour vous montrer un peu une timeline et une suite des choses. Vous voyez aussi la part de ces 10 000 € dont on parle ici et d'autres sources de financement. Et donc, ici, ce qu'on fait maintenant, c'est vraiment gagner en échelle. Donc là, grâce à une levée de fonds participative qu'on a menée au début de l'année, on a fait maintenant un premier cycle de travail que vous voyez, comme vous avez vu sur les photos. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est avoir un inventaire beaucoup plus important et notamment aussi investir dans la machinerie qui va nous permettre à faire des opérations plus performantes, plus flexibles et moins chères. Et donc, du coup, on veut investir aussi dans notre machinerie. Donc, les prochaines étapes, c'est vraiment établir notre propre site de production. Donc ça, c'est une très grande étape pour nous, parce que pour l'instant, on fait ça avec une scierie mobile dans la forêt, on coopère avec des scieries existantes lorsque ça a du sens. Mais là, à partir du premier trimestre l'année prochaine, on veut avoir notre propre site d'exploitation, notre propre machinerie de base pour faire des opérations de base. Et voilà, donc ça, c'est vraiment pour nous le plus important. Et c'est pour ça qu'on doit lever des fonds plus conséquents pour pouvoir acheter plus de bois et acheter la machinerie. OK. Il y a une question d'Emmanuel. Pourriez-vous intégrer un avantage en équivalent stockage de carbone au profit de vos acheteurs? Allô? Oui. Oui, je pense que c'est possible. On travaille avec une entreprise de construction maintenant sur ce type d'enjeu. Donc, eux, ils veulent intégrer la réduction du transport dans leur bilan de carbone. Donc, ils ont acheté le bois chez nous, réduit les carbones parce qu'il y a moins de transport et intégrer ça dans le bilan de carbone du chantier, par exemple. Mais du coup aussi, replanter des arbres derrière. Donc, c'est plutôt le mécanisme qu'on envisage avec eux, c'est plutôt que l'avantage qu'ils ont en achetant chez nous en termes de bilan de carbone, ils investissent dans la replantation sur des domaines privés, par exemple. Donc, ce genre de mécanisme. Mais j'avoue, c'est vraiment tout au début ce type de réflexion. Mais je pense en théorie, ça devait être possible. Mais j'aimerais bien parler avec Emmanuel là-dessus pour qu'il me dise un peu ce que lui, il a peut-être en tête. S'il pose la question, peut-être qu'il a réussi. Ça passe dans ta salle. Aurore, tu poursuis? Oui, très bien. Et du coup, Emmanuel, toujours, qui te demande si c'est possible d'être concurrentiel par rapport à des producteurs industriels. Oui, tout à fait. Parce que, comme j'ai dit, en termes on s'est rendu compte que finalement, les producteurs industriels, en termes de leur structure de coûts, évidemment, ça se passe à des échelles très, très différentes, mais il y a beaucoup plus d'intermédiaires, il y a beaucoup plus de transport. Donc, on s'est rendu compte qu'en s'alignant sur le prix du marché, donc on essaie vraiment, donc on regarde les négociants à Bruxelles qui vendent du bois industriel et on s'aligne sur leur prix, on se rend compte qu'il reste quand même une marge qui nous permet à mener les opérations. Donc oui, c'est tout à fait possible. Ok, super. Et du coup, Louis demande si tu as une idée de l'impact que Sonia Woodco pourrait avoir sur le marché du bois sur Bruxelles. En d'autres mots, quelle part de marché du bois massif la forêt de Swan peut-elle alimenter?
Oui, c'est une bonne question. Enfin, j'ai pas tous les chiffres parce que les statistiques que nous avons sur la consommation de bois à Bruxelles ne distinguent pas les différents types de bois. Donc, j'ai pas les chiffres combien de bois massif et du bois massif d'hêtre et des chênes, on va dire, qu'on pourrait substituer avec la production locale et consommer à Bruxelles. Mais les ordres de grandeur sont tels que, en termes d'offres, il y en a assez. Je ne pense pas qu'il y aura plus de 10 000 mètres cubes par an qui est consommé. Donc, il y a quand même beaucoup de production autour de Bruxelles en termes de gros bois. Ce qu'il faut peut-être rappeler, ce qu'on consomme beaucoup à Bruxelles, c'est aussi du bois des panneaux, des bois multiplex, donc des bois qui sont d'une origine très différente. Donc, nous, on ne va pas se lancer là-dedans. Donc, ça, c'est vraiment notre marché. Donc, nous, on ne va pas faire du multiplex ou de l'OSB avec notre bois parce que ce n'est pas le but. Donc, je pense pour les négociants en place qui travaillent principalement avec ces types de bois, donc qui travaillent avec des panneaux, avec du sapin très, très bon marché qui vient de la Russie pour des utilisations très, très bas de gamme. Je pense eux, ils ne vont pas trop remarquer dans leur chiffre d'affaires total le fait que nous, on se concentre sur le gros bois et le bois massif. Par exemple, par contre, pour le segment du gros bois, je pense qu'on peut capter quand même une grande partie du marché. Ok. Il y a une question de Denis qui va dans le sens du… il pose la question de savoir combien de personnes travaillent chez vous pour le moment et quel est leur statut. Ouais. Donc en ce moment, donc je reviens ici à… Donc ici, c'est un peu l'équipe presque au complet. Donc là, Benjamin, on commence à avoir de plus en plus des opérations et des ressources pour mener à bien cette aventure. En ce moment, Benjamin, il travaille déjà à temps plein. Donc, lui, il mène la plupart des opérations. Dirk, le bûcheron, il intervient en tant qu'indépendant. Donc, lui, il intervient en ce moment, je dirais, 3 jours par semaine dans la forêt pour les activités. Moi, je vais rejoindre la coopérative en tant que gestionnaire à temps plein à partir de janvier 2021. Donc, moi, je suis un peu dans une transition professionnelle. Et les autres personnes qui sont ici, ils interviennent en tant qu'indépendants en ce moment pour des tâches plus spécifiques. D'accord. Super. Alors, il y a des questions en pagaille concernant l'estimation de la croissance, le type de client que vous visez, plutôt B2B ou B2C, quel retour sur investissement vous prévoyez? Est-ce que tu as déjà une partie des questions, des réponses à ces questions? Pour le B2B, B2C, comme je dis tout à l'heure, là, c'est quelque chose qu'on va évaluer à la fin de l'année. Donc, pour l'instant, ça marche très bien pour les deux segments. J'ai l'impression, peut-être, à un moment donné, peut-être on va être amené de faire un choix et de peut-être cibler quelque chose et rester là. Pour l'instant, on fait un peu de tout. Des gens qui passent au pop-up et qui prennent 3 planches, on trouve ça bien aussi. Mais bon, ça prend un peu plus de temps. Donc, d'ici à la fin de l'année, on va réévaluer un peu les ciblages de la clientèle. Là, en ce moment, on fait vraiment comme des tests et on explore ceci. Donc là, on n'a pas tout à fait encore la réponse. En ce qui concerne le retour sur investissement, donc cette question, je pense qu'elle est liée à la forme de la coopérative, évidemment. Donc, nous, dans le principe de la coopérative, on a limité les dividendes. Pardon? Oui, tu as limité à 6%. Oui, oui, c'est ça. Donc, conforme à l'agrément du Conseil national des coopératives. Donc, on est dans le cadre d'une coopérative qui a une mission. Et la mission, c'est pas les profits. Les missions, c'est la valorisation locale du bois. Ceci dit, on n'a pas exclu la plus-value des investissements.
Donc, si Citizen Fund investit maintenant 10 000 € en valeur nominale en capital, cette valeur d'investissement peut augmenter dans le temps avec la valeur de la coopérative dans son ensemble. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc, générer une plus-value à ces titres-là. Et la manière dont la coopérative prend de la valeur, c'est l'établissement de l'inventaire, notamment. Donc là, on envisage d'avoir, là en ce moment, on n'a pas encore beaucoup de bois, mais on aura de plus en plus. Et cet inventaire représente une valeur de plus en plus importante. Et la valeur de la coopérative va sans doute doubler ou tripler d'ici 2 ou 3 ans, mécaniquement avec cet inventaire qui augmente. Donc là, c'est tout à fait possible d'avoir une plus-value à travers le temps. Okay. L'autre question, j'ai oublié. Il y avait encore une autre question. Mais je propose une dernière question, et puis si les personnes en ont d'autres, ils pourront te retrouver après ça. Et je vous rappelle que quand bien même ce projet ne serait pas sélectionné par les coopérateurs, vous pouvez toujours aller voir en direct Stéphane pour investir directement, puisqu'il est en levée de fonds maintenant avec Sonian Woodcote, mais je pense que ça sent bon. Donc, ma dernière question qui vient d'Éric. Tu as évidemment bien décrit toute la filière, mais est-ce que tu as réfléchi à la valorisation locale éventuelle des sous-produits, y compris la récupération des copeaux et de la sciure à des fins de valorisation énergétique et de décarbonation de la chaleur consommée dans la région, qui aujourd'hui est principalement d'origine fossile? Oui, donc excellente question et qui ne m'étonne pas de la part d'Éric d'ailleurs. Donc évidemment, donc, je pense la valorisation de sous-produits, pour l'instant, comme on n'a pas encore fait cet investissement dans notre propre appareil productif, on n'a pas encore pu vraiment l'attaquer, mais c'est clairement quelque chose qui a beaucoup de sens parce qu'il y a quand même beaucoup de sous-produits. Hein. Donc, le sciage, ça produit quand même pas mal de sciure, et cette sciure-là, elle est assez facile à valoriser en interne. Donc, si on veut, par exemple, l'utiliser pour le séchage du bois ou pour le chauffage de site de production, ou pour partager cette chaleur avec d'autres usagers, on ne va pas décarboniser complètement la chaleur consommée en région de Bruxelles-Capitale, mais on peut y faire une contribution. Une autre valorisation qui est très, très intéressant, c'est d'utiliser la sciure comme substrat pour la production alimentaire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on explore vraiment sérieusement en ce moment. Donc, les quantités qu'on produit semblent être exactement calées sur ce qui pourrait être rentable pour un producteur qui utilise le substrat sciure pour des cultures en agriculture urbaine. Donc ça, c'est aussi très, très, très intéressant. Mais j'ai l'impression que la valorisation énergétique est techniquement plus facile et finalement assez facile de mettre en place. OK. Merci beaucoup, Stéphane. Et donc, si vous voulez créer une filière bois à Bruxelles et que vous en avez marre de voir le bois partir en Chine pour être transformé en meubles là-bas, n'hésitez pas à voter pour Sonian Woodcote. Et maintenant, on va accueillir Hans. Et vous l'aurez remarqué, nous avons normalement 2 intervenants qui sont néerlandophones, mais Stéphane nous a fait la grâce de s'exprimer en français et Hans, lui, va le faire en anglais. So, hello Hans, I hope you had a good weekend, not too much stress. Okay, it's okay. You have been working in the banking, insurance, and real estate sectors, and now Enthusia. You now have the opportunity to make our cooperator dream by showing them that it is possible to develop a commercial business while having both a strong environmental impact and an impact on the quality of life of our seniors. You have 10 to 15 minutes to present your project, and the floor is yours. Okay. Right, perfect. Okay. I first share my screen. Try to share it. Do you see my screen? Do you see my screen? Perfect. Okay, Tia first.
Je suis Hans, je suis flamand, donc je parle français, mais pas parfait. Donc, je vais présenter en anglais, je m'excuse. Good evening, everybody. My name is Hans Versmissen, and I'm the founder and the CEO of Enthusia. What do? We offer stylish underwear for people with urine loss. So it's reusable incontinence products as an alternative for the disposable pads and the panty liners. This is a picture of our underwear. So for women, we have just normal underwear with lace, and for men, a boxer. And in the underwear, there is an integrated absorbing pad. So what are the problems the end users face with the problems with the products on the market now? So with the disposable pads of Tena, for example, end users can face skin irritations or infections. Also, when you're social active, it can give you a feeling of shame when somebody sees that you wear disposable pads so that you have urine loss. On an annual base, of course, it's also very expensive. And of course, because the products are not reusable, they have a bad impact on the environment. So that are the problems for the end user itself. We also investigated the B2B market of the groups of elderly homes. And for them, we also saw that incontinence products are very expensive on an annual base. They give a lot of waste, and the waste processing the elderly group needs to pay for. So for them, it's also very costly. And of course, the nurses need to spend a lot of time changing the pads. So the disposable pads are also labor intensive. What's now our solution? Just a stylish underwear with an integrated antibacterial treated and washable pads. So for the end user, it's positive because the pad is antibacterial treated. So the bacteria in the urine is being neutralized by that treatment. So odors are being neutralized, less chance on skin irritations and less chance on infections for women. Because it's also stylish underwear, of course, it's way better for the self-esteem and the dignity of our users. On an annual basis, also it's cheaper on an annual base because with 6 slips or boxers, a user of us can go for 1 year compared to the 730 or 1,100 disposable pads one person needs per year. So it's less expensive, and of course also due to the fact that it's reusable, we have a way better impact on the environment. That for the end user. For the groups of elderly homes itself, because it's reusable and it can last 24 hours, our underwear, it's also positive. Because the fact is, we work together with Zorgbedrijf Antwerpen, it's CEPAS Anvers and Vulpia, 2 big groups of elderly homes. And they have done the testings of our underwear, and we mapped together with them what are our advantages for them. And for them, it's cheaper in purchase, cheaper in waste processing, and cheaper in labor. It's less labor intensive because we can save per user for the nurses about 10 minutes per day. So that about the problems and the solution. What's now the technology? So it's an integrated absorbing pad. The first layer is just polyester, so it's like normal underwear. The first layer lets the urine go through very fast, so it keeps the skin dry and it gives you a comfortable feeling. The second layer is the absorbing layer, so it attracts the urine very fast to that layer and spreads it in the layer. And the third layer is polyurethane, it's waterproof, so that prevents leakages. And so, like I said, it's integrated so that the pad doesn't shift. And like I said, it's antibacterial treated, and it has been tested by the University of Ghent. It's our partner for product development, and it's about 60 times at least washable and reusable. So this is one of the ISO certifications. We have granted 7 ISO certifications about 4 years ago. And now about our mission. So the reason why we exist, to be honest, 4 years ago, I started the company to have social impact. So we really want to stimulate the dignity and autonomy of our users. So that's the sustainable goal 3, good health and well-being. I have also mentioned some feedback of a male user living at home. And his feedback was, tu ne sens pas la différence avec ton pantalon. Et je le recommanderais certainement aux personnes qui ont cancer de la prostate, comme dans mon cas. So that's a very positive feedback of our user.
And we also, our distributor did some testings in the CEPAS of Mouscron 2 weeks ago. And this was the fiche d'évaluation from a nurse. And it was about a female user. And the positive thing was that the women s'y retournent à la toilette seules, ne demandent aucune aide et à retrouver son autonomie. So the positive thing was that it's less time for the nurses, and of course the resident feels way better, and its autonomy has been stimulated. And the general score of the test phase was 9 on 10, so that's very positive. The second mission is a mission we integrated about 1 year ago. So the first mission was really to focus on social impact. After a few weeks and years, we say, okay, of course, we also have our environmental impact, but how can we calculate that? How can we put that in a picture? So we were selected by the EIT Climate Kick program. It's an accelerator program in the Netherlands last year. And what did they do? They identify and support innovations that help mitigate the negative impacts of climate change. So together with them, we made a climate impact forecast. And this was a conclusion that we have a certainly valid and positive impact. And this is very important. As you can see, the impact per changed user is about 257 kilograms CO2 emissions that we save. So that's very important, of course, for the CO2 emissions. And the other positive environmental impact is that we save a lot of waste from the landfill. And that's about between 730 and 1,100 disposable pads per user. And for our current products, it's more than 100 kilograms of waste on an annual basis. We also got a grant, a subsidy of Ovum. I don't know if you know Ovum. It's the public Flemish waste company. So they also give us a grant to produce new products, because at this point we have products for light incontinence, but we are making at this point the prototypes and samples for a higher absorbency from people with moderate incontinence. And they also put our case with the CEPAS Anvers on their website, because the most groups of elderly homes think that investing in durable products is more expensive, but in our case is cost saving and time saving. What's now our business model? The first 3 years we were really focusing on online sales to B2C and sales in the medical stores, like the mutualities like CM, Qualias. But we also work a lot with ambassadors. We visit the hospitals and try to make from the gynecologists and the urologists ambassadors who advise our products to their patients. And then, of course, the patients can buy the products online or in our B2B2C. But the last year, we were also focusing more and more on the groups of elderly homes, because, of course, a lot of people in the elderly homes suffer from incontinence. They are combined, and we need to talk to a few people to reach more people than the B2C and the B2B2C. So it's less marketing and less labor intensive. The competition also, of course, very important. You have the non-reusable incontinence products from the big groups of TENA, Hartmann, and Ontex. But as I mentioned, many of their users face the problems I discussed. And in Belgium, there are 2 small competitors from the Netherlands, but they're only focusing on online sales and sales to the medical stores. They only focus also on the younger generation, so only on light urine loss, while we are focusing on more on the older generation, and in the future, next year, also on moderate incontinence. The market potential, 1 in 3 women and 1 in 4 men older than 50 years suffer from urine loss. So it's a very, very big potential, especially people over 65 years old due to the anatomy. A lot of people, unfortunately, suffer from urine incontinence. So they think it's estimated that 1 in 10 Belgians suffer from urine incontinence. It's from light to, of course, to heavy. But the figures we don't know yet, because there's a lot of taboo in Belgium around urine loss. So the figures in the elderly homes we really know. In Belgium there are 145,000 beds, and at this point we can help 8% of the residents, because 8% of the residents have light incontinence. And next year, with the new product we're going to bring on the market, we can help an extra 22%. So next year can help 30% of the residents in the elderly homes.
The potential in the elderly homes in Europe is also very big. These are the three biggest players who are also in Belgium. So Scorian is a senior living group, Orpea is also well known, and Colisée is Harmonia. So these are big French groups who have, that is the mother companies in France, but they also sell products they also have groups of elderly homes like ours in Belgium, but also in Germany, in Spain, in Italy. So we try to convince those B2B players in Belgium and then afterwards go to their international colleagues. And the potential alone in Germany and France is 10 times as big as in Belgium. So what are now the advantages for the residents of the elderly homes? They face more comfort and also the discretion, because the underwear is in the same color, or the pad is in the same color and it's integrated. One thing we didn't know before we start testing in the elderly homes is that there's a very positive impact for people with dementia. They can't cope with the disposable pads, so they take it out of the underwear, they flush it in the toilet, they take the pulp material out, so a lot of work for the nurses and not good for the people themselves. So because our pad is integrated, people with dementia can't take it out, and it was a very positive evaluation of the family of the people with dementia and the nurses. And like I said, it's also the residents get the feeling to be less dependent, and it's stimulating their autonomy. What are now the disadvantages of Corona? So before Corona, we had an agreement with CEPAS Anvers, Vulpia, and also Senior Living Group. After the first wave, we got more and more interest of all other groups because, of course, there were unfortunately less residents, so there less income. They had also more expensive to buy the protective materials, but also, of course, the waste processing of it. And of course, also the time pressure before Corona was already too high, and now the pressure is even higher. So every minute they can save, of course, is positive for them. And that's why we got more interest after the first wave. Our advantages for them is it's at least 60 times washable, so cheaper in purchase and cheaper in waste processing. Especially if you know that 60% of the medical waste of elderly homes consists of incontinence materials. And like I said, we save about 10 minutes per resident per day for the nurses. So the deals we have at this point on the tenders, CEPAS Anvers, Senior Living Group, Vulpia, but we're also talking with Harmonia, Orpea, and other groups in Belgium. So why we want to raise money now? We want to scale because we reached our product market fit. Also, of course, because people are getting older and older and the severity of care is increasing. Because we have an agreement with the biggest groups in Belgium. And of course, we are the only ones focusing on the elderly homes and also on a higher absorption level. So we need to grow very fast. And also, of course, the big corporates like Tena and Always and Hartmann, they don't offer this kind of material we produce. So we need to be fast. About our team and myself, Alain already presented myself a bit, so thank you, Alain. Joachim is our online marketeer. The two important companies we work with is Meta. It's our distributor since 1st of September, so 2.5 months now. They are a small distributor. They work with 9, but there are 3 people constant on the road, 2 people sales internal. So we have about 5 to 6 people working for Entusia at this point, doing sales, marketing, and administration in Belgium. And the other one is Autocent. Autocent is just our fulfillment company, so they do the storage and the distribution. And very important for us is the University of Ghent, because we don't have that much knowledge of technologies and materials. So they do our ISO certifications, they do all the testings of the materials that are used now, but also the new materials we are testing. So those are Meta and University of Ghent are 2 very important companies for us. And we have 3 mentors that we have granted after accelerator program, the Birdhouse in Antwerp. And one of them is Wilfried van Assen, who is the ex-CEO of Ontex, who of course know the market of the incontinence product very well. About our financials, at this point we need about 80,000 euro. 50,000 will be for product development and operational costs, and 30,000 will be for the new stock of the moderate incontinence products. We will be profitable from next year on. And if you have more questions about the financials, I think it's best that we maybe discuss it now, later, or in the salle de réunion. Like I said, the mission of us is to have a social impact and an environmental impact.
but our vision is to become the Tena, the Hartmann, the Ontex of the reusable incontinence products in Europe. So that's my presentation. If you have questions, please do ask, and thank you for your attention. Thank you so much, Hans. And yes, there are some questions. We have a first one that was already asked by Cédric Lenard. What percentage of a share can we expect with the 10,000 euro that we might invest in your project? Okay, the thing is now we have already an agreement, almost an agreement with an investor for 40,000 euro. We are talking about the valorization at this point, but for 10,000 euro, it will be between 2.5% and 3%. Okay. We have another question from André. I read the question, but talking about incontinence, you have people suffering from very light incontinence to very heavy incontinence. Tena, for example, has a very wide product offer to respond to the difference in incontinence problem. How do you deal with this difference? This difference, like I said, a lot of users are faced with the problems I discussed. The brick groups, they only offer disposable pads, which can have negative disadvantages for the end user. And we just want to profile ourselves as a durable, reusable incontinence products, which they don't do. Okay, I think this answers the question, definitely. Another one from Catherine. Will you provide for the washing process versus the destruction of removable parts in other products on the market? Yes, probably the higher absorption product we're going to bring on the market will be with not with disposable, but a pad you can take out of the underwear. Because afterwards, if you have about 400 milliliters of urine loss, that's a lot, and carrying on 400 milliliters of urine 24 hours is too long. So probably we're gonna make it a pad you can take out of the underwear, which of course can be replaced rather easy. So at this point, we really are doing the prototyping and the sampling and the test phase with CEPAS Anvers, just to change our product, to get feedback that we can present hopefully next year the new products. Okay, I do have a question I serve myself, but what about the environmental impact of the antibacterial product used in the pads? That's a good thing. It's an antibacterial treatment with silver ions. It can be used, it has been tested, and after 50 washes, it still works for more than 99.5%. So after 60 washes, people with incontinence, they cannot use the underwear anymore. So the thing that we are going to do is we're going to give the underwear a second life. So we're going to collect the underwear afterwards and we're going to give it to the countries in Africa and so on, because the underwear itself is still good, but the antibacterial treatment is going down. So for example, if our underwear has a second life and it's going to be washed more and more and more in Africa or other countries, then of course the antibacterial treatment will be lesser at the end. So when people throw it away, there will still be a little bit of silver ions in the underwear itself. But how to give it after the environmental impact of the silver ions, at this point, we don't know yet how negative or how it is at this point. It's difficult. Okay. We have a question from Emmanuel. What is the effect of thick absorbing pads on the washing process, and how much longer would the drying process be? Our underwear have been tested also by industrial laundries, and it's no problem to just wash the underwear with a normal cycle, and afterwards to put it in a dryer. So it's for our pad, just the current one and also the new one, we also been tested. So it's no problem to just put it once in the dryer with other clothes, and it's gonna be dry. Okay. And then Catherine is asking, what about the silver in the water? I guess she means during when you wash the underwear in the first 60 times. Yeah. What about then the silver that still goes in the washing water? Yeah. Does it have? Is there some? Does it have an impact? It's not that much, because like I said, after 50 washes, it's still working for more than 99.5%. So after every wash, it's not going to be a lot silver ions. It's going to be in the water. It's very, very little. It's not much. Okay.
We don't have any other question, except do you, Alain? Yeah. What will be your dividend policy? What? Sorry, that? What kind of dividend policy are you going to have? Dividend policy. Dividend, yeah. I think it's also going to be important. Which are the investors? How do they see it? So I think it's just going to be talking with the investors and just to get an agreement with them. How do they see the dividend thing? But the first thing is, at this point, we are not profitable. We will be profitable for next year. So when we are profitable, we first have to decrease our negative equity. Afterwards, we're also going to put some reserves and also going to invest more in product development. But if these things are, we have more profits in the future, then of course we can discuss percentages and dividend policy. But at this point, there is no dividend to give. So I don't have thought about that much. Okay, and we have André, who is a bit frustrated by your answer regarding your response towards the fact that TENA is offering a wide range of products. Okay. So if you can maybe explain a bit more about that, so that we can get rid of his frustration. Okay, I'll try to. The thing is, they have of course, they have products for lighting continents, model continents, reusable disposable bed pads, and other products. The thing is, at this point, we have products for lighting continents. We are working for the products for model continents. We are also working at this point prototypes for reusable bed pads, because of course there are also a lot of disposable bed pads used at home, but also in the elderly homes. Also a lot of pads used when people are eating. It's also a lot of disposable pads. So we have a few products in the pipeline, which we try to bring on the market as soon as possible. Of course, do the testings first and get the feedback of the end users. But it's the goal to extend our product range a lot in the next coming years, of course. That's the goal. Okay. I hope that suits the question. He will let us know, and okay. If it's not, sounds good. Sounds good. Okay, thank you. I have a question. Where are the underwears produced, and how does it happen? Yeah. Okay. The thing is, in the beginning, when you produce not that much of a volume, it's difficult to get the product produced in Europe. So at this point, our products are produced in China, but by a company from the Netherlands. So we're only talking with Dutch-speaking people. But now we know, okay, we're gonna have profit. We're gonna get more products sold. So at this point, we are testing some fabrics and materials from Germany, and also a potential producer in Belgium, because we want, of course, make our production in Europe or as close to Belgium to get the product cycle as short as possible. Because of course, if you have a production line which is of the production takes a lot of time. It's a lot of pre-investing, of course. So at this point, we are testing Dutch fabrics put together by a Belgian company. So that's the goal. Okay, but you have a target when you will decide to switch, to move the production from China to Europe? If we find the right producer, immediately. But of course, we have to find the right producer. And that's not always easy, but I think at this point, the producer we found now, the first samples will look very, very good. Okay. A question from Seven. Well, no, vas-y. Seven is asking, who is the investor that you are talking with about the 40,000 euro? I don't know if you can say it or not. I cannot say his name or company, but the thing is, he is a distributor also in Belgium, but not to elderly homes, but to pharmacies and so on. And it's a person who I've came across with when we were in the accelerator program, the Birdhouse in Antwerp. And he really gave us a lot of information, and we talked a few times, and he said, Hans, the product is good. I really want to invest. So if you need money, just come back to me. And now I'm speaking with him because of the thing, because we need money. And he is just a distributor in Belgium. Okay, so he's not an institutional investor. He's more like a private investor who likes the product. Okay, perfect. Do you have other questions? No, perfect. Then we can maybe,
I will thank Hans and Stefan for their great project. And maybe now we can split, we can create the different rooms so that people can ask questions. So, normalement, vous allez recevoir un sondage qui va vous demander dans quelle salle est-ce que vous voulez être envoyé. Et puis, on va faire ça manuellement. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre au sondage. Vous pouvez choisir de rester avec nous pour faire papote et parler du Citizen Fund. C'est tout à fait possible aussi. Alors, je vous laisse encore 10 secondes pour répondre. Et vous pourrez toujours demander après d'être envoyé dans d'autres salles. C'est toujours possible. En tout cas, je vous remercie tous d'être si nombreux à partager ce moment. C'est ce qui fait la vie de notre coopérative et de notre fonds d'investissement. Et je vous invite à en parler le plus possible autour de vous. On a besoin de vous pour en créer des dizaines et des dizaines de Citizen Fund.